Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Manon, naturopathe. Bonjour Bon, Manon, bonjour Benjamin, merci d'avoir accepté mon invitation. avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à devenir naturopathe? Oui, bien sûr. Alors, je pense que ça a été un cheminement un peu multifactoriel dans le sens où ça a commencé par un intérêt grandissant au niveau de l'alimentation lorsque j'ai emménagé sur Paris pour mener mes études en maison d'édition, donc rien à voir avec la naturopathie à la base. Et j'étais passionnée oui, parce que ça pouvait apporter finalement au corps. Et comme j'étais assez sportive, je voulais essayer de tendre vers une récupération optimale, prendre soin de mon corps à travers la nutrition finalement. Et je pense que ça a été un premier pas vers la naturopathie quelque part, même si j'étais pas forcément dans des exclusions alimentaires, etc. Mais juste le fait de mieux consommer et consommer en conscience. Et puis ensuite, lors d'une expérience professionnelle, en fait, je travaillais dans une maison d'édition qui publiait pas mal d'auteurs de développement personnel et de naturopathes. J'ai commencé à découvrir une branche qui m'a passionnée, en fait, dont on nous le parle jamais au collège, pendant l'enfance. Je ne savais même pas, en fait, que les naturopathes existaient, que ce corps de métier était réel. Et je me suis dit, mais si j'avais su ça plus tôt, je pense que c'est ça que j'aurais aimé faire. Et c'est là où j'ai découvert certains livres, certains auteurs très connus, certains naturopathes, et que je me suis dit, qu'est-ce que je fais dans l'édition? Parce que je me rendais bien compte, en fait, que le soir, quand je rentrais chez moi, j'étais pas intéressée par ouvrir des livres qui portaient sur l'histoire de l'édition ou ce genre de choses. J'étais tout le temps plongée dans des magazines, des livres, des articles de blog, de sites internet, des études autour de l'alimentation, la nutrition, la naturopathie, le jeûne, etc. Donc ça prenait vraiment une place grandissante, de plus en plus d'ampleur. Et je crois que ce qui a été déterminant, c'est ma dernière année en édition où en fait je travaillais et j'étudiais en même temps. J'étais en alternance. Et durant cette année, même si elle avait été extraordinaire, j'avais de très bons collègues, c'était très enrichissant. Mais je travaillais dans un bureau et on faisait aussi des choses très... On était derrière notre ordinateur tout le temps finalement. Et notre bureau donnait sur d'autres tours de bureaux. Et souvent, je tournais la tête vers les autres bureaux et je me voyais faire ça et être enfermée dans ces grandes tours toute ma vie. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est absolument pas ce que je veux devenir. Et c'est là où je me suis dit, il faut vraiment que je prenne un tournant. Et pour moi, mon tournant, ça a été la naturopathie à ce moment-là. Et donc quand tu as découvert la naturopathie, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé, intrigué au début? Je pense que ça a été vraiment l'aspect de l'alimentation et à quel point on pouvait guérir des pathologies dites incurables finalement grâce à cette dernière. Euh, Parce que je pense que c'est quelque chose qui est rarement évoqué. Et d'ailleurs, comme ça a été une passion et une première étape pour moi, le côté nutrition, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup mis au cœur de mes consultations. Et c'est vrai que souvent les personnes qui viennent me voir pour consulter ont aussi cet intérêt très vif pour l'alimentation, alors qu'on sait très bien qu'on peut être sur la voie de la régénération en travaillant l'émotionnel, l'exercice physique. L'alimentation n'est qu'un pilier finalement, mais je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée avec le jeûne. En fait, les techniques très hygiénistes finalement. Parce que du coup, la naturopathie s'appuie sur différents piliers. Est-ce que tu veux en parler de ces différents piliers de la naturopathie? Oui, exactement. En fait, il y a plusieurs techniques de régénération du corps et c'est en ça que le terme holistique est très très important dans la naturopathie, c'est qu'on prend l'être humain dans sa globalité, on ne fait pas de séparation. Et donc, ces piliers, donc on a tout ce qui est hygiène, bromatologie, en fait, hygiène alimentaire, nutrition, quels sont les aliments qui vont aider à la régénération du corps et les autres qui, au contraire, vont faire dysfonctionner une machine, un peu comme un animal qui a un mode de vie, un mode d'alimentation. Hein. Les lions sont carnivores, voilà, ils ne se posent pas la question de ce qu'ils doivent manger et on ne va pas les voir manger autre chose
pour que la machine fonctionne bien. C'est le même principe en naturopathie. On a l'hygiène sportive, évidemment, qui va permettre l'échange des fluides, l'activation des émonctoires, donc une meilleure élimination des déchets, la transpiration, donc voilà, tous les émonctoires. Donc ce qu'on appelle émonctoires, ce sont des organes qu'on a au niveau corporel, donc le foie, les intestins, les reins, la peau et les poumons, qui nous permettent de sortir les déchets au quotidien pour que le corps continue à fonctionner de manière adéquate. Et le sport permet cela, en fait, d'activer ces émonctoires de manière intense. On a l'hygiène émotionnelle, comment on gère son stress au quotidien, donc comment on peut travailler dessus. Là, on va avoir pléthore d'outils. C'est ça qui est super aussi avec la naturopathie, c'est que on peut tous s'y intéresser à travers des techniques complètement différentes. Donc pour le stress, ça peut être de la sophrologie, ça peut être des bourgeons ou de la phytothérapie, du tilleul, de la rhodiola, des plantes adaptogènes. Enfin voilà, on a vraiment un éventail très large. Et donc en fait, avec toutes ces choses-là, c'est ça, on vient accompagner la personne à cheminer selon ses besoins et l'aider à répondre finalement à ses attentes et ses questionnements. Tout à fait. Oui. Les gens viennent nous voir en fait avec une problématique. Et nous, on a cette immense mallette, cette boîte à outils, et j'aime bien l'appeler comme ça, du naturopathe. On va piocher ce qui nous fait le plus de sens et fait le plus de sens aussi à la personne, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on construit à deux. Finalement, on a vraiment cette stature de thérapeute, dans le sens où on est aussi une épaule, et un programme ne se construit pas seul, parce qu'une telle personne va avoir envie, par exemple, de faire une révolution dans son alimentation, et l'autre va pas avoir trop envie, donc on va plutôt lui proposer des outils, des techniques au niveau émotionnel, par exemple. Donc c'est vraiment une palette, comme tu disais, de propositions, et puis en fait on peut, selon son besoin, se diriger vers ce qu'on a le plus besoin peut-être sur l'instant. Exactement. Est-ce que toi, il y a des outils ou des expériences dans le domaine de la naturopathie ou de l'hygiène de vie qui t'ont marqué quand tu as emprunté ce chemin? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment le plus marqué peut-être? De manière personnelle ou même en rencontrant d'autres personnes Les deux. Oui, les deux. Alors c'est vrai que comme je l'expliquais un petit peu, le côté nutrition me parlait beaucoup, parce qu'en plus on a eu des professeurs, des grandes figures qui avaient eu une hygiène de vie, notamment sur ce point-là, assez naturaux finalement, et qui ont des résultats au niveau de la santé très probants. Et puis on a eu des témoignages aussi de régénération. Je pense à Dominique Guyot qui est venu nous donner un cours d'alimentation sensorielle. On pourrait en parler des heures. C'est très passionnant, et qui lui par exemple était atteint de sclérose en plaques à 30 ans, qui était condamné vraiment à mourir lors de sa dernière crise de sclérose en plaques, et qui finalement a pris la voile pour faire le tour du monde. C'était un de ses rêves, vu qu'il lui restait peu de temps à vivre, et qui a découvert l'alimentation vivante, et qui s'est mis à manger de manière complètement alternative, et donc beaucoup de fruits, de légumes, aussi à l'époque il était sur son bateau, donc des poissons crus, et qui finalement, quand il nous donnait cours, il avait 73 ans, il était en pleine forme, il n'avait plus fait de crise de sclérose en plaques depuis des années, il avait retrouvé l'usage de sa jambe qu'il avait perdu lors d'une crise, son visage était redevenu normal alors qu'il avait aussi eu un problème d'affaissement au niveau d'une partie de son visage. Enfin ouais, c'était assez extraordinaire, et la vie m'a amené beaucoup de personnes comme ça qui, grâce à l'alimentation, ont été en rémission de choses très fortes, de pathologies dites incurables. Donc ouais, je pense que c'est quelque chose qui m'a particulièrement marquée. Et même sur moi, par exemple, j'avais une tendinite quand je faisais pas mal de sport sur Paris. Et en fait, quand j'ai retiré les produits laitiers, c'est jamais plus revenu, et j'ai pu continuer à faire du sport, de l'exercice, sans jamais que ce problème revienne. Donc c'est des petites choses comme ça notables. On a tous une expérience par rapport à ça. C'est vrai que c'est une des choses dont on n'a pas conscience souvent depuis enfant, qu'en fait tout ce qu'on va ingérer va avoir un effet direct sur notre bien-être physique, et aussi notre bien-être mental. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la naturopathie, je ne connaissais pas, parce qu'on nous en a jamais parlé finalement, ni de l'alimentation, ni des choses naturelles pour se rétablir. Et c'est vrai qu'on ne nous enseigne pas
pas ça, alors que c'est du bon sens. C'est vrai que moi, un exemple qu'on nous citait tout le temps en cours et que j'aime bien dire aux personnes que j'accompagne, c'est le côté la voiture. Bon, bah, si elle roule à l'essence, on va pas mettre du diesel dedans parce que ça va la faire dysfonctionner. Et le corps, c'est exactement pareil. Pourquoi on serait la seule espèce à pouvoir manger de tout alors que chaque espèce, chaque être vivant, en fait, a un mode alimentaire qui lui est propre. Et si il ne suit plus ce mode, il va avoir des problématiques qui vont émerger aussi, des dysfonctionnements. Et donc pour l'être humain, quel serait ce mode alimentaire vers lequel tendre justement, cette direction vers laquelle aller? Alors ça, c'est vrai que c'est propre à chacun. Je dirais, j'ai du mal à prôner un courant, ce que je ne fais jamais d'ailleurs dans mes consultations, parce que je pense qu'il y a un terrain, un état personnel à l'instant T. Est-ce que le tube digestif pourrait tolérer telle alimentation? Est-ce que ça serait pas trop violent pour la personne? Donc c'est difficile, mais c'est vrai qu'on peut établir quand même de grandes bases. Donc une alimentation, par exemple biologique, déjà pour éviter tout ce qui est évidemment produits chimiques, c'est du bon sens. Tout ce qui est mis aujourd'hui sur les produits conventionnels. De saison, parce que de saison, c'est une alimentation qui forcément va être plus riche, plus nutritive, plus dense nutritionnellement, et on sait que le corps fonctionne mieux en fait grâce aux vitamines et aux minéraux. Ça aussi, c'est du bon sens. Ça semble un peu bête, mais c'est pas pour rien aujourd'hui que le marché justement des compléments alimentaires est très juteux, hein, parce qu'on sait que le magnésium est anti-fatigue, que la vitamine D c'est la vitamine du bonheur. Voilà, enfin toutes les vitamines et minéraux ont leur place pour nous faire mieux fonctionner aussi bien mentalement que physiquement. Donc après, une alimentation la plus riche possible, la plus variée, basée en grande partie sur les végétaux, donc les fruits frais de saison. Et on a la chance d'avoir un bel étal en France, une belle variété. Consommer beaucoup de légumes, et après de choses qui sont très riches finalement nutritionnellement parlant. Donc ça peut être des super aliments qu'on intègre ponctuellement dans son alimentation, des graines germées par exemple, ça peut être du pollen de cyste, ça peut être des algues, voilà. En fait il faut nouer avec des produits comme ça qui soutiennent l'activité du corps. Et donc en fait, peut-être que déjà ajouter un peu plus de nutrition, donc de tous ces aliments-là dont tu as parlé dans l'alimentation, c'est déjà une ressource en fait qui en soi peut déjà créer des changements. Exactement, oui, je te rejoins totalement. Et d'ailleurs, j'aime bien ce point de vue, cette approche, le fait d'ajouter plutôt que de retirer. Parce que, pareil, il est certain qu'on peut parler de beaucoup d'aliments à retirer. Je pense au blé moderne, par exemple, au gluten, au seigle, etc., à l'avoine. Après, quelque chose de plus large, potentiellement des céréales, etc. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi en fait pourquoi ces aliments-là, bien sûr. Alors, c'est multifactoriel parce que alors, pourquoi par exemple les céréales? Alors, le blé moderne a été vraiment déjà énormément travaillé de manière génétique pour des questions de productivité et de rendement. Et ces mutations génétiques qui ont été effectuées au niveau du blé on crée en fait des blés finalement mutants qui sont plus du tout digestes et qui créent beaucoup d'inflammation au niveau de la muqueuse digestive, des problèmes d'assimilation après des nutriments et pas mal d'inflammation corporelle. Donc c'est vrai que quand on a tendance à les diminuer ou à troquer en tout cas ces blés modernes pour des blés un peu plus anciens, moins travaillés, si par exemple on n'a pas envie d'être dans l'exclusion totale, on va faire appel par exemple au petit épeautre, à l'épeautre. Ça peut être des céréales ou le corossant, des choses qui viennent remplacer le blé, qui sont déjà plus digestes, moins travaillées génétiquement, donc qui créent moins d'inflammation corporelle. Après, plus largement, quand je parlais des céréales, pourquoi pas, c'est quelque chose qui est encore une fois très controversé, surtout qu'on a une alimentation très basée sur les céréales dans beaucoup de pays. Mais on s'est rendu compte que depuis cette sédentarisation et l'apparition de l'agriculture, sont apparus de manière simultanée les premiers signes de déminéralisation, c'est-à-dire de perte de nutriments, de déminéralisation osseuse, donc de densitométrie osseuse qui deviennent
moins conséquentes, donc de problèmes de perte de calcium, de magnésium, etc., de problèmes de déminéralisation, donc, comme la carie, qui est en étude en fait. La carie, c'est rien d'autre que une déminéralisation au niveau calcique, entre autres, ou des pertes de cheveux, enfin des choses comme ça, des problèmes au niveau du squelette en fait. Et pourquoi ? Parce que les céréales contiennent beaucoup d'antinutriments. C'est les plantes qui sécrètent leur propre défense, les grains, et qui vont empêcher l'assimilation de certains nutriments au niveau du tube digestif, donc qui ont tendance à nous déminéraliser, et qui sont assez lourdes à digérer et non physiologiques. En fait, l'homme dans la nature, le chasseur-cueilleur, se nourrissait de fruits, de légumes, de baies, de pousses, de produits animaliers, mais tout ça, ce sont des choses récentes qui ont été incluses finalement dans l'alimentation. C'est 10 000 ans, et 10 000 ans, c'est rien par rapport à l'évolution corporelle. Et Weston Price, d'ailleurs, ça c'est une ressource livresque que j'aime beaucoup. C'est un homme qui a fait un peu le tour du monde et qui s'est rendu dans plusieurs tribus et peuples ancestraux qui n'avaient aucun problème qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Donc pas de maladie de civilisation, et même des choses, jamais aucune calvitie jusqu'à la fin de leur vie, presque pas de cheveux blancs, des choses qu'on pense improbables, impossibles aujourd'hui. Ils étaient très robustes, et contrairement à la croyance populaire qui dit que dans les tribus on mourrait à 40 ans, et donc est-ce qu'il vaut pas mieux vivre jusqu'à 110 ans mais avec énormément de pathologies que jusqu'à 40 ans, c'est faux. Ils notaient des gens qui vivaient un peu comme dans les blue zones, dans les zones bleues, jusqu'à 100 ans sans problème, et avec des cheveux hyper épais. Enfin voilà, c'est énormément de facteurs de santé qui pour nous sont importants en tant que naturopathes, qui sont le reflet de la vitalité justement et de cette minéralité qu'on a au niveau corporel. Et Weston Price avait justement fait une petite liste de comment ces peuples qui étaient dans les meilleurs états de santé possibles mangeaient. Et les céréales ne faisaient pas partie de leur alimentation. Les légumineuses non plus, tout ce qui était cuit de manière générale très peu. Et voilà, c'était énormément de produits très denses nutritionnellement parlant. Donc des fruits frais, il y avait pas mal de légumes, et plutôt des légumes, voilà, carottes, des choses aisées à digérer, des verdures, des choses tendres en fait. Et puis aussi des produits animaliers très, très denses, des œufs de poisson, un peu de poisson sauvage. Ils pouvaient même avoir de la viande, des foies, pas mal, des choses comme ça qui voilà, sont des pépites de micronutriments. Mais il n'y avait en aucun cas donc du blé, et par extension des céréales, des légumineuses, des choses qui sont modernes finalement dans notre alimentation. Donc en fait, l'évolution de notre société avec les différentes nouveautés en fait alimentaires, quand on prend, comme tu disais, les 10 dernières, les 10 000 ans, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'évolution, et même au niveau physiologique, au niveau physique, le fait que sédentarité, on s'est aussi beaucoup moins déplacé, donc au niveau aussi physique, il y a eu plein de changements. Mais c'est vraiment super intéressant, je trouve, de voir ces aliments qui remettre un peu dans le contexte. C'est vrai qu'on a aujourd'hui pléthore d'aliments différents et qu'on trouve partout très facilement, alors qu'auparavant c'était plus difficile de les trouver. Ça. Et aujourd'hui, du coup, on compose avec des assiettes qu'on n'avait pas avant, et on revient peut-être pas assez aux origines, d'où ça vient et de quel sens ça peut avoir. Et donc tu parlais des produits céréaliers, justement. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui seraient peut-être à tempérer, du coup, parce qu'ils seraient peut-être moins physiologiques que... Oui, alors pourquoi pas les produits laitiers. Après, ça c'est vrai que Weston Price avait noté que certaines personnes, quand même, par exemple, certains peuples en bonne santé pouvaient quand même en inclure de temps en temps, plutôt de petits animaux comme brebis et chèvres, toujours au lait cru, donc pas de processus de pasteurisation. C'est vrai que voilà, l'industrie a amené des processus qui détruisent les micronutriments et qui altèrent la qualité d'un produit original. Donc il y a de ça aussi, vraiment être vigilant par rapport à la qualité. Et donc par rapport aux produits laitiers, c'est vrai que c'est controversé, du moins éviter ceux d'animaux comme la vache, parce que pareil, ça peut avoir tendance à créer de l'inflammation, pas mal de mucus,
Et donc privilégier les petits animaux dont le lait est plus proche du lait maternel finalement. Et après par extension, pourquoi pas les supprimer? Je pense que ça c'est une question personnelle. Il faut aussi pas mal, je trouve, expérimenter sur soi, parce que il y a l'alimentation idéale qui serait une alimentation un peu comme je l'ai cité, voilà, un maximum vivante, crue, variée, riche, avec beaucoup de végétaux. Et puis il y a le terrain à l'instant T de la personne qui vient nous voir, et des fois si la personne ne peut pas tolérer ces aliments, ça peut être plus catastrophique qu'autre chose. Donc à adapter, oui. Donc je pense aux produits laitiers quand même, où dans la majeure partie des cas, les retirer, on a des bénéfices énormes, hein. Que ce soit au niveau tendinite, des douleurs corporelles, de l'arthrose, des maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, vraiment. Voilà, après c'est de l'empirisme, donc au-delà des théories, qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est vrai que si on retire cette catégorie d'aliments, on a du mieux généralement. Et donc il y a toutes ces choses-là qu'on peut faire au niveau hygiène de vie par exemple, et il y a aussi des choses qu'on peut faire au niveau de la sphère plus émotionnelle. Est-ce qu'il y a des outils? Quels sont ceux que tu aimes bien partager toi par exemple? Ouais. Au niveau émotionnel, alors en tant que naturopathe, on amène les personnes à voir d'autres thérapeutes souvent, donc que ça soit par exemple un kinésiologue, quelqu'un qui pratique de l'EFT, de l'EMDR. Il y a beaucoup de techniques. Nous, on essaie de travailler avec la personne avec par exemple les bourgeons. La gémothérapie, c'est quelque chose qui est très puissante si la personne y est ouverte. En fait, c'est puissant parce que ça travaille aussi bien sur la sphère physique qu'émotionnelle, psychique. Et c'est vraiment la quintessence de l'arbre qui est capturée dans un petit flacon, dans le sens où c'est le bourgeon. Donc le bourgeon, c'est là où toute la vie rejaillit et se concentre dans ce petit bout d'arbre. Et du coup, quand on l'extrait et qu'on le met à macérer, c'est toute cette puissance d'un arbre ou d'un arbuste qu'on va extraire. Et généralement, j'obtiens de très bons résultats avec. Donc ça vient aider, voilà, soutenir aussi la sphère émotionnelle et travailler sur des blocages énergétiques qui a pu se passer. Donc c'est un outil que j'aime particulièrement. C'est vrai que c'est incroyable de voir cette richesse dans la nature quand on regarde un arbre par exemple, entre ses fruits qui vont être nutritifs, entre ses bourgeons, entre parfois ces feuilles qu'on peut consommer. C'est assez dingue de se dire qu'en fait, dans la nature, il se trouve de nombreuses voies en fait, de guérison, quoi. On a des ressources infinies, tout à fait. Et j'imagine aussi que l'exposition à la nature, c'est aussi une des choses peut-être. Oui. Ouais, c'est très très important. C'est vrai que c'est un pilier clé aussi pour le retour à la santé. Pourquoi? Parce que c'est vrai que, bon, déjà, on s'oxygène mieux, donc forcément, le transport des nutriments se fait mieux, les cellules sont mieux oxygénées, mieux nourries. Donc ça, c'est un point clé. On est moins pollué, évidemment, que ce soit la pollution des voitures qui empêche aussi l'organisme de bien fonctionner, ou les pollutions aussi électromagnétiques qui ont un impact certain, c'est de plus en plus prouvé sur le fonctionnement de nos cellules. Donc la reconnexion à la nature va permettre d'éviter cela. Et puis quand on est dans la nature, souvent on peut marcher pieds nus, on peut jardiner, et tout ça, ça nous reconnecte à la terre. Et en fait, on s'est rendu compte que le corps humain était vraiment construit avec des ions négatifs, et que y a beaucoup de choses aujourd'hui dans nos vies modernes et dans les villes qui vont remplacer ces ions négatifs par des ions positifs. Et ça a tendance à créer des dysfonctionnements corporels. Or, quand on est dans la nature et qu'on marche pieds nus, la terre, voilà, qu'on a un contact en fait avec cette terre, ça recharge en fait le corps en ions négatifs, et ça nous décharge de tous ces ions positifs que les ondes électromagnétiques, la pollution, etc., une mauvaise alimentation peuvent nous donner en fait. Donc c'est vrai que le contact à la nature est primordial par rapport à ça. Et c'est vrai qu'en fait, avec le recul, finalement, dans notre société aujourd'hui, où on s'est déconnecté d'elle, même au niveau physique, finalement, le fait de toujours se balader avec des chaussures, c'est une part de déconnexion aussi pour toi Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça, c'est un point phare aussi, parce que bon, on est sur des routes bétonnées et puis on est avec des chaussures, donc forcément, on n'est jamais connecté à la nature, même si on est dans un parc, il y a aucune transmission du coup de ces fameux ions qui sont très positifs pour nous. Enfin, ils sont négatifs, mais ils sont positifs pour notre santé pour le coup.
Et c'est dommage, on se prive d'une source de régénération. Et par exemple, la mer, c'en est aussi une qui va nous recharger en ions négatifs. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on se sent si bien dans l'eau et rechargé après des vacances, parce qu'on est davantage connecté à cette nature. Et puis c'est peut-être quelque chose qu'on peut sentir et peut-être comme un manque, et puis un jour on se rend compte du bienfait que ça peut avoir de se trouver en nature et que Tout à après fait. on a du mal à s'en passer. Est-ce que pour toi peut-être ça a été un chemin, tu le disais peut-être que lorsque tu es dans le monde de l'édition plutôt, etc., c'était dans un contexte, un environnement plus fermé. Oui. Et ça aussi, ça a été un changement dans ta vie, du coup. Est-ce qu'il y a eu aussi des modifications au-delà de l'hygiène de vie et autres, Oui. un retour peut-être plus à... C'est vrai, oui, je te rejoins totalement. Un appel davantage à se reconnecter à soi, à écouter son corps et à se reconnecter à des milieux plus naturels. Alors bon, je dis ça, mais j'habite à Lyon, donc je reste citadine pour le moment. Mais c'est vrai que quand on plonge dans ce milieu-là aussi, on se reconnecte à du bon sens et à des choses qu'on a envie de mettre en place pour plus tard qui sont plus physiologiques finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me verrais avoir mon jardin-forêt, ma forêt nourricière et pouvoir planter des arbres fruitiers et me nourrir de mon jardin, avoir un potager et plus tard ne plus être en ville et pouvoir aller me baigner dans un ruisseau qui serait pas loin de chez moi, avoir l'opportunité de marcher pieds nus au maximum et d'avoir de quoi faire des randonnées, de respirer un air pur, parce que tout ça, ce sont des facteurs de santé qui équilibrent aussi mentalement. C'est vrai qu'on le sent, on n'est pas les mêmes personnes quand on passe plusieurs mois en ville ou plusieurs mois au sein de la nature. C'est vraiment quelque chose que tu as pu constater, du coup, le fait de toi vivre en ville une grande partie du temps. Comment est-ce que tu te régules quelque part? Comment je trouve mon équilibre il faut que je m'octroie des moments hors ville, en fait. C'est vrai que c'est là où on le sent, c'est vital, en fait. Surtout que j'ai habité sur Paris quand je travaillais dans l'édition. Et après, pour ma formation en naturopathie, j'étais à Hyères, donc pour le coup, beaucoup plus au contact de la nature, des éléments, puisqu'il y avait il y a la mer Méditerranée, il y a des randonnées, etc. Et ensuite, j'ai requitté ce contexte pour la ville de nouveau. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je suis sur Lyon, mais très régulièrement. Je vais aller dans la région du Puy-de-Dôme, par exemple, ou me promener, même sur les week-ends, dans la Drôme, déconnecter complètement, aller me promener en forêt. J'essaie de m'organiser des moments comme ça hors ville. Et justement, je trouve que c'est un bel exercice aussi de vivre en ville, dans le sens où on a beaucoup plus de sollicitations sur tous les plans, et donc on a quelque part plus de mise à l'épreuve ou plus de challenge c'est ça. Sur différents points, et c'est peut-être un endroit aussi où on peut plus s'exercer. Oui, s'exercer au renforcement quelque part, c'est ça? Oui. C'est ça. Oui, je suis d'accord avec toi dans le sens où la ville, c'est des stimulations en permanence. Que ça soit visuel avec les publicités, avec le fait qu'il faut être attentif tout simplement à la circulation alentour, aux personnes, que ça soit olfactif, on est tenté, au-delà d'être tenté, on est appelé par plein de choses. Il y a l'odeur des pots d'échappement, des boulangeries, de la restauration. Il y a des stimulations évidemment auditives, entre le bruit des conversations, des véhicules. Donc en fait, il y a des stress permanents autour de nous. Puis sans parler de la pollution, des ondes électromagnétiques. Donc c'est vrai que le corps est quand même bien sollicité. Et là, c'est là à quel point moi je suis émerveillée du vivant, parce que on se rend pas compte à quel point le corps en fait énormément, alors qu'on ne lui offre pas beaucoup de facteurs, et certains très très peu au niveau de l'hygiène de vie pour le soutenir. Et lui, malgré tous ces stress, que ce soit environnementaux, dans la ville, alimentaire, etc., il tient bon. Et je trouve ça extraordinaire quelque part qu'il déclenche juste quelques pathologies, quelques dérèglements, de l'acné, de l'eczéma, alors qu'on lui impose tout ça. En fait, on est comme des miracles un peu sur pattes sans s'en rendre compte, avec toutes les expositions, comme tu disais, avec tous ces rayonnements et autres. Alors là, oui, je suis complètement d'accord. C'est assez dingue, en fait, ce surstress et comme tu dis, toutes ces sollicitations. Et en même temps, c'est impressionnant. On a des corps qui font bien le boulot. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai une foi infinie en la régénération, parce que si le corps arrive à tenir avec tout ça,
pourquoi il n'arriverait pas à se régénérer si on commence à lui donner du mieux sur plusieurs points. Et il y a plein de sphères d'action, hein, parce qu'entre l'alimentation, l'exercice physique, le stress, se couper de ces sources de stress aussi au niveau de la ville, etc., se reconnecter davantage à la nature, en fait, forcément, si le corps arrive à tenir avec tout l'inverse, il va forcément réussir à se régénérer avec des bons éléments, des bons outils. C'est vrai qu'en fait, la plupart des personnes conçoivent qu'en fait, les maladies sont sont des adaptations du corps pour lui permettre de survivre, en fait, avec toutes ces sursollicitations dont on parlait. Et en même temps, pour moi, ça paraît évident, mais ça l'est pas pour tout le monde, je crois. Qu'en fait, si on replace notre corps, notre être dans son environnement idéal, pourquoi est-ce que le corps pourrait pas à nouveau s'adapter dans le bon sens, finalement, et se régénérer? On voit nos capacités, peut-être même à l'échelle collective de destruction. On voit comment est-ce qu'on peut détruire les choses, et peut-être qu'on n'a pas aussi conscience sur ces deux plans du pouvoir qu'on a aussi de régénérer les choses. Et pour moi, c'est un peu comme la nature, dans le sens où... Et tu parlais du jeûne, le jeûne est aussi un de ces cas-là. C'est comme, pour moi, un terrain qu'on a rasé, qu'on a mis complètement nu. Eh bien, si on n'y touche plus et qu'on laisse un peu la nature faire, ça redevient une forêt à la fin. Donc, en fait, en nous aussi, pour moi, on est comme des petites forêts qui se méconnaissent encore. C'est une très belle analogie, je trouve. Et finalement, c'est du bon sens, hein, dans le sens où on se coupe, la blessure guérit, quoi. Donc, pourquoi à l'intérieur, le corps pourrait pas en faire autant, quoi, que s'il y a un problème digestif ou cutané, etc. Voilà, si on arrive à se régénérer sur des choses comme ça... pourquoi pas sur des choses plus grosses. Et du coup, peut-être que tout ça dépend aussi de quel regard on porte sur nos blessures et sur ce qu'on vit aussi. Oui, c'est vrai que je pense que la croyance joue énormément. Et d'ailleurs, alors, je ne sais plus c'est quel auteur, c'est peut-être Joe Dispenza ou Greg Braden, un des deux, je ne sais plus, qui organise des sommets, en fait, des stages avec des personnes qui ont des problématiques dans leur vie émotionnelle, de stress, difficultés corporelles. Et en fait, des journalistes lui avaient posé la question, donc à Joe Dispenza ou Greg Braden, je ne sais plus exactement, mais pourquoi lors de ces stages, l'alimentation qu'il propose est mauvaise, parce que c'est pas bio, c'est plein de cochonneries. Et il a répondu parce qu'en fait, on peut changer la matière avec la matière, à savoir avec l'alimentation par exemple, mais ça va juste mettre 1000 fois plus de temps en la changeant avec la croyance, la pensée, parce que c'est 1000 fois plus puissant. Et c'est vrai que ça joue énormément dans la régénération, parce que si la personne se lance dedans avec l'amour de la vie, la foi dans le vivant, la foi de la régénération et la foi en ce qu'elle fait aussi, en son thérapeute potentiel, on n'est pas obligé de se faire encadrer, on peut, forcément ça va être beaucoup plus puissant, les effets vont être décuplés parce qu'il y a ce système de croyance derrière. Et moi je suis vraiment convaincue que réside en nous une force extraordinaire et que la croyance en est la base, et si on a la foi avec un F majuscule, on peut véritablement dépasser des montagnes. Et je pense que par exemple, sans rentrer toutefois dans la religion, mais ce passage dans la Bible où Jésus marche sur l'eau, moi je me dis, on est des êtres sans limite, et je pense qu'on s'en est posé, et que la société nous a vraiment inculqué le fait qu'on était des êtres de matière assez faibles, ou pas capables de choses extraordinaires. Et ce passage dans la Bible, je l'aime particulièrement parce que je pense que oui, si demain on avait la foi que c'était possible de marcher sur l'eau, il n'y a rien qui pourrait se mettre en travers de ça. Et c'est une question de croyance, en fait. Et alors je connais pas par cœur cet extrait, mais quand la personne qui essaie de rejoindre Jésus coule, enfin au départ arrive à marcher sur l'eau, et puis après les peurs rejaillissent, remontent, et il se dit mais c'est pas logique, je devrais couler, et il coule. Il lui répond, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je pense que oui, en effet, la pensée, le doute, la croyance, à l'inverse, mais c'est des outils extraordinaires en fait de régénération, bien plus que l'alimentation ou l'hygiène physique. Et je trouve ça génial justement de s'appuyer de tous ces versants-là pour aller vers un mieux-être. Et comme tu dis, en fait, je crois que cette image-là est magnifique parce que dans le sens où il y a le côté physique et puis aussi le côté intérieur, dans le sens où quand on est dans la peur, le doute et
la terreur quelque part, eh ben, on coule sans s'en rendre compte, Tout à fait. alors que lorsqu'on est dans la joie, dans la foi en la vie, C'est ça. en soi-même, ben, quelque part on vole. Je te Et rejoins. donc je crois qu'il y a aussi c'est à la fois intérieur comme ressentiment, et aussi j'ai l'impression vraiment que les croyances, comme tu dis, en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'elles sont sûrement très profondes et qu'elles datent de génération en génération, mais d'aller peut-être explorer ces croyances et de voir quelles sont celles qui nous limitent le plus C'est ça. pour justement s'ouvrir la voie vers quelque chose de différent. C'est peut-être une des choses, en tout cas moi, dans mon expérience de cheminement, ça a été un des points clés de voir mes croyances et d'essayer d'en changer, de celles qui me bridaient, celles qui me limitaient. Est-ce que pour toi aussi, il y a eu ce passage-là? Ce déclic, oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est très important de les identifier et de travailler dessus. Après, chacun travaille dessus avec ce qui lui parle le plus, avec l'outil ou le thérapeute qui lui fait sens. Mais je pense que c'est primordial. C'est vrai que je n'étais pas la même personne avant et oui, il y avait beaucoup de croyances limitantes, de manque de confiance en soi, etc. Et c'est en travaillant dessus qu'on devient des personnes différentes. Et je pense qu'on en est tous capables. On a tous cette aptitude en nous. Puis c'est vrai que tu parlais de l'éducation, qu'on a aussi eu beaucoup besoin de cette validation extérieure, d'être enseigné par un maître, tous ces apprentissages-là qui viennent peut-être des évidences inconscientes. Et on n'a pas forcément appris à se prendre soi comme référentiel. On nous a appris à nous baser sur un référentiel extérieur qui savait tout et dont on avait besoin de la validation pour avancer. Oui. Et puis du coup, c'est peut-être aussi ce retour à soi, cette reprise de responsabilité sur ses croyances et sur sa vie et sur quelque part son bien-être aussi et sa santé. Exactement, une sorte de reprise de pouvoir finalement, de se faire confiance. Parce que c'est vrai, on a tendance à d'être responsabiliser davantage autrui, à pas prendre responsabilité pour les choses, pas forcément prendre sa part finalement et être autonome. Et je pense que ça fait partie aussi du processus de guérison, de dire d'accord, j'ai été blessée, il y a eu des choses difficiles que j'ai traversées, mais j'ai aussi été responsable, j'ai créé ça dans plusieurs situations et je dois aussi travailler sur moi par rapport à ça. Il faut être prêt à se remettre en question. C'est pas toujours facile parce que personne n'est parfait et c'est admettre le fait que j'ai pas forcément été parfait justement sur beaucoup de points et il faut que je travaille ça et du coup lâcher par rapport à tout ça et évoluer, et c'est là que ça nous amène à une véritable transformation intérieure. C'est vrai qu'on a peut-être cette vision, comme tu disais, de se sentir imparfait, de toujours se comparer à l'extérieur, et puis en fait quand on regarde un petit peu, tout le monde est imparfait, et puis on se met des pressions peut-être inutiles pour rien. Et oui, c'est tout un chemin, je crois. C'est ça. Et puis il y a aussi une autre dimension dans l'alimentation et dans l'hygiène de vie globale. Tu vois, tu parlais de la foi tout à l'heure et de ces changements alimentaires peuvent vraiment avoir un effet sur notre corps. Est-ce que aussi le choix de son alimentation, pour toi, ça peut aussi aider à façonner le monde qu'on veut voir demain, dans le sens la dimension aussi écologique ou de l'alimentation et de nos choix de vie? Oui, je suis complètement d'accord dans le sens où je pense que l'alimentation est aussi un acte citoyen. Dans le sens où notre carte bleue, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de se positionner par rapport au monde de demain. Est-ce que j'ai envie de valider des grandes entreprises qui se font de l'argent sur le dos des autres de manière sans scrupule et irresponsable, et qui finalement détruisent notre flore et le monde avec des produits chimiques, donc je pense à Monsanto et Bayer. Donc est-ce qu'on a envie d'acheter de leurs produits finalement de manière indirecte et d'encenser cela, et donc potentiellement de faire en sorte, de créer un monde qui va être moins pérenne, moins durable.
moins durable, tout à fait. Ou est-ce qu'on a envie d'encenser plutôt les acteurs, j'en sais rien, sur son petit marché de producteurs locaux qui ne traitent pas, ou l'agriculture biologique qui va être plus respectueuse de l'environnement et qui forcément va amener le monde à être une meilleure place demain. Donc ouais, je pense que nos choix, nos achats sont des actes qu'il faut réaliser en conscience pour préserver notre monde. Ouais, je trouve ça fascinant, comme tu dis, en fait, ce pouvoir qu'on a, en fait, de valider ou non, de consentir ou non à quelque Tout à chose fait. par ce dont on va s'alimenter. C'est ça. Et puis en même temps, ce qu'on va nourrir en soi, on va aussi le nourrir dans le monde, comme Exactement. tu dis. Et, On n'a pas conscience, en fait, parce que quelque part, et j'entends souvent dire mais on n'a pas le choix, moi je peux rien y faire, le monde va vers ça et c'est inéluctable. Mais en fait, si demain tout le monde, alors je dis pas qu'il faut faire ça, et personne n'est parfait, dans le sens où j'ai un téléphone portable, voilà, j'ai aussi acheté les vêtements, c'est une autre industrie aussi, et évidemment que je n'achète pas tout bio, tout éthique, tout responsable, tout écolo, tout local. Chacun a un ordinateur portable, etc. Donc voilà, le but ce n'est pas de tendre vers d'incarner la perfection, mais en tout cas, je suis persuadée que c'est faux, ce n'est pas inéluctable, dans le sens où on a ce pouvoir. Si demain on a envie d'acheter sur notre marché, plutôt d'acheter biologique, et que plus personne n'achète chez Carrefour par exemple, ou tous ces produits avec plein de pesticides, etc., eh bien ça fermerait, parce qu'il n'y aurait plus personne pour encenser ça, tout simplement. En fait, c'est quelque part, ça peut aussi être un don, dans le sens où, quand tu disais, si on va voir le producteur local biologique à côté de chez soi, quelque part, l'argent qu'on peut voir comme une perte, de dire « Oh, j'ai payé plus cher », on peut aussi le percevoir comme un don et peut-être se réapproprier de ce pouvoir, de cette énergie qu'on a, l'argent qui peut être perçu comme une énergie. Et on peut peut-être justement se réapproprier ce pouvoir-là, dans le sens où on en a une quantité limitée, et qu'on peut faire circuler librement vers où on veut, et peut-être que justement on a plus de retour lorsque c'est plus local, dans le sens où on participe au bien-être qu'on peut observer, et peut-être que le maraîcher bio nous aidera à directement ou indirectement plus tard, mais c'est vrai que c'est aussi comme tu dis, cette réalimentation-là aussi, sur tous les plans. C'est une belle façon de le voir, parce que ça peut donner ce côté positif qui peut manquer chez certaines personnes qui voient juste l'aspect négatif de « ça va me coûter plus cher ». Finalement, on peut se dire il y a aussi tout ça, tout ce point positif de voilà, j'aide le circuit court, j'aide des personnes de ma région. Finalement, est-ce que ces quelques centimes en plus ne valent pas le coût de tout ce que ça amène derrière de positif? Et avec ce que tu me partages, j'ai cette question qui me vient. Comment est-ce que tu vois l'avenir, la suite de l'échelle plus tard, dans le sens où on peut avoir une vision très négative avec tout ce qu'on a discuté avant, des choses qui nuisent à notre santé et à la santé planétaire. Quelle est ta position et voilà, comment vois-tu le monde de demain? Alors, je suis une grande optimiste, certains diront presque utopiste sur ce monde, sur cet avenir, dans le sens où j'ai la foi, la certitude en moi qui vibre de manière très forte. J'en suis sûre que tout finira bien, en fait. Ça ne fait aucun doute, et on peut se dire que je suis folle d'avoir un tel point de vue, étant donné, on pourrait faire une liste interminable de tout ce qui va vers le moins bien, que ce soit le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la sensation, où je suis persuadée que tout va aller vers le mieux, et si on le voit de manière un peu plus concrète, on se rend compte que quand on creuse, aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs qui font en sens que le monde aille dans ce sens, et des milliers d'initiatives. C'est juste qu'on n'en parle pas, parce que les médias sont basés sur la peur et la diffusion des mauvaises nouvelles. Mais si on s'intéresse au versant, il y a des gens extraordinaires, des petits jeunes d'une intelligence inouïe qui ont créé des machines pour nettoyer les océans, voilà, des ingénieurs comme ça. On va avoir des personnes qui créent
des forêts nourricières. Chacun a envie de se renouer à des choses comme ça, devenir plus autonome, à, à pouvoir s'auto-alimenter. Voilà, il y a des milliers de projets en fait qui naissent et qui prouvent que on va vers le bon sens, vers un bel avenir en tout cas, et que c'est possible. Et puis quelque part, comme tu dis, ça aide, avoir cette vision, ça aide à avancer et sûrement que ça permet de donner de l'essence au moteur pour créer des nouvelles choses, parce que peut-être que guidé par le fatalisme et le désespoir, peut-être qu'on sera moins actif Tout à fait. que si on a plus d'espoir en tout cas dans ce qui vient. Et puis encore une fois, peut-être que tout dépend le regard qu'on porte sur les événements, dans le sens où comme pour les événements émotionnels de la vie qui sont difficiles, on peut les voir comme des fatalités, comme en se plaçant dans le mode victime, ou peut-être qu'on peut les voir comme des opportunités. Une difficile, mais une grosse opportunité d'évolution. Exactement. Et peut-être que justement les différentes crises qu'on traverse, qui sont multiples, peut-être qu'elles peuvent être justement le terreau de nombreuses et belles révolutions. Tout à fait. je te rejoins totalement. Et donc, en plus, toi, tu as un regard aussi assez large, dans le sens avec tout ce que tu as expérimenté comme activité et comme dans tout ça. Aujourd'hui, toi, du coup, tu t'appuies de tous ces éléments-là, de tout ce qu'on a parlé avant, pour comme une direction pour changer aussi. Pour changer, tu veux dire personnellement ou changer le monde ? Les deux, en fait. Les deux. Et est-ce que je me sers, du coup, la question c'est de ces outils ? Ouais, est-ce que les différents outils que tu as aujourd'hui pour avancer intérieurement, est-ce qu'ils peuvent aussi être une ressource pour quelque part un changement plus global, plus collectif ? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui reprend autonomie sur ses émotions, est-ce qu'il peut être peut-être plus résilient derrière pour créer d'autres choses ? Oui, c'est vrai. Oui, je te rejoins dans le sens où après notre positionnement envers autrui va changer aussi. Si on a fait un travail sur soi, si on est dans la confiance, dans la foi, c'est vrai qu'avec la peur, on fait pas grand-chose. La peur et les émotions négatives, ça va forcément impacter autrui. On va avoir des miroirs en face de nous, on va mal réagir ou réagir de manière négative. Ça va engendrer des phénomènes finalement plutôt négatifs et des sentiments désagréables. Tandis que si on a fait un vrai travail de transformation, qu'on est dans cette énergie de la vie et qu'on a su tirer du bon de tous ces outils, et comme tu le disais, de ces expériences passées qui n'étaient pas forcément agréables, mais qui au final, avec ce zoom, cette prise de recul, étaient de réelles opportunités pour évoluer. Et bien, si on se sert de tout ça, finalement, c'est tout notre monde autour qui change. Les personnes sont plus sensibles à notre énergie. On attire des personnes avec une fréquence similaire. On réagit de manière peut-être plus sensée, et pas dans le conflit, dans le sens où s'il y a des événements négatifs qui nous arrivent encore, on arrive à les prendre et à les dénouer de manière légère, délicate, sans tomber dans le pathos. Et puis je suis persuadée que ce qu'on dégage finalement impacte au niveau vibratoire. C'est la fameuse résonance de Schumann, ce monde qui a une vibration qu'on peut mesurer grâce à la résonance de Schumann, et qui, ça a été prouvé en fait de plus en plus là avec les derniers événements, ne fait que monter. Et il y a des pics et une montée de cette résonance, de cette vibration qui est très forte. Et je pense qu'on en est l'acteur et que on n'est pas insignifiant en fait. C'est pas parce qu'on est une personne sur 7 milliards qu'on peut pas avoir un impact immense justement sur la vibration mondiale, parce que si on est bien en nous, si on dégage de bonnes énergies, si on est dans la joie, le rire, le partage, la communication, ça va impacter par extension tout le monde, et cette fréquence va monter à notre échelle, donc on a tous notre rôle à jouer. Ah, c'est magnifique. Et en fait peut-être que cette reprise de pouvoir sur soi, cette prise de conscience aussi de mieux se connaître, savoir comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on réagit, peut-être que ça va aussi être très bénéficiable pour la suite, dans le sens où on va avoir sûrement des challenges dans le vivre ensemble, et que peut-être qu'en se connaissant mieux soi-même, on va pouvoir aussi mieux accueillir l'autre dans qui il est. Tout à fait. Et il y a aussi cette part-là importante de santé, dans la santé pour toi du contact humain.
Oui, oui, c'est primordial, hein. Je pense que c'est essentiel. L'homme est vraiment quelqu'un qui est fait pour être en groupe. Et d'ailleurs, Weston Price, c'est ce qu'il avait aussi noté, que voilà, toutes ces tribus vivaient toujours ensemble en communauté. Elles n'étaient jamais isolées. C'est vrai qu'aujourd'hui, les événements, euh, la nouvelle technologie, les réseaux sociaux, les vidéos, Netflix, amènent en fait à tendre vers l'individualité, à s'isoler. Et c'est quelque chose qui est très néfaste pour la santé mentale. Et pour moi, rien ne vaut le contact humain. C'est le cas aussi dans les Blue Zones. Donc, au-delà du travail de Weston Price, il y a tout le travail d'étude qui a été fait sur les zones bleues, ces fameuses zones dans le monde où les personnes vivent jusqu'à un âge très avancé, généralement c'est 100, 120 ans, et n'ont aucune pathologie. Et bien, au-delà de l'alimentation qu'ils ont menée toute leur vie, il y a eu un très fort aspect social, familial, un lien omniprésent en fait. Tout au long de leur vie, ils n'ont jamais été isolés. Et je pense que ça, c'est très fort aussi. C'est vrai que dans ces zones-là, en fait, il y a beaucoup de choses disons, qui sont vertueuses pour la santé qu'on retrouve. On parlait de l'alimentation, du contact social. Il y a tout cet esprit aussi d'entraide qu'on a peut-être aussi oublié, comme tu le disais. Et puis, dans certains cas, du coup, ça peut vraiment être intéressant de se faire aider si on en ressent le besoin, de aussi savoir reconnaître qu'on peut avoir besoin de soutien. Tout à fait. Demander de l'aide, en fait, c'est OK. On peut pas tout faire aussi soi-même. C'est normal de se faire accompagner, de pas pouvoir tout porter. Donc ouais, je suis persuadée aussi que c'est le terreau un peu du monde de demain, de nouer des liens, de créer des petites communautés et en effet de pouvoir interagir de manière sensée et constructive. Et c'est en ça que c'est super d'avoir fait un travail sur soi. Ça permettra justement que cette vie en communauté soit possible, qu'on se tape pas tous dessus à la fin. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais voir germer du coup dans ce terreau du monde de demain? Je pense à un monde basé sur l'échange davantage que sur la monnaie. Donc c'est pas pour demain, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien. Voilà, un peu ce principe du troc finalement, un soin contre je t'aide dans la maison à faire quelque chose, que sais-je. Voilà, être sur une autre forme d'échange que celle de la monnaie. Et puis, pourquoi pas ces fameuses petites communautés où chacun met la main à la pâte. Par exemple, on aurait tous des jardins-forêts partagés, qu'on travaillerait tous ensemble. On se retrouverait comme ça pendant des soirées. Voilà, on échangerait plus de liens, en fait. Et le côté... voilà, reconnexion à la terre, quitter la ville, voilà, être acteur du changement du monde de demain. Et ce qui est drôle en fait, c'est que par l'alimentation, quelque part on se reconnecte aussi à la terre, puisque quand les fruits, les légumes, quelque part ils sont directement connectés, enfin comme tout ce qu'on mange en fait, tout ce dont on va se nourrir provient de la terre et on l'oublie parfois aussi que tout à fait. L'énergie de la terre finalement qu'on va pouvoir croquer directement à travers une figue, etc. Oui, c'est vrai que tout vient de la terre, on lui doit beaucoup, on lui doit tout finalement. C'est chouette, et puis justement de faire avec elle peut-être et non contre nature et contre nous-mêmes du coup. Tout à fait, par extension. Ça laisse plein de belles perspectives et de belles idées pour demain. On arrive vers la fin du podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? C'est fort. Je dirais de garder toujours espoir en fait. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, tout finira bien. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi Benjamin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis vous pourrez trouver dans la description les différents liens des réseaux sociaux de Manon, donc pour suivre ses actualités, vous trouverez tout dans la description, ainsi que le lien Tipeee du projet de création de forêts comestibles en cours. Donc voilà, si vous voulez soutenir le podcast, c'est un des moyens pour le faire. Et puis si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager également ce podcast autour de vous. Et puis encore un grand merci Manon. Merci à toi encore une fois Benjamin. Et puis à bientôt pour un prochain podcast. Bien sûr, à bientôt, bonne soirée.